Salam alaikum. Aujourd'hui, dans cette séance, nous allons poursuivre la correction de la première série de TD de la magnétostatique pour la filière, pour les filières SMP et SMC S3. Après avoir traité les deux premiers exercices dans les séances précédentes, nous allons poursuivre aujourd'hui par la correction de l'exercice 3 qui va porter sur le théorème d'Ampère. Comme vous l'avez sur la série déposée sur la plateforme et dont je reprends l'exercice ici, l'exercice 3 s'énonce de la façon suivante, théorème d'Ampère. En utilisant le théorème d'Ampère, déterminer le champ magnétostatique B créé en tout point de l'espace, d'abord par un long câble coaxial. Donc vous avez un long câble coaxial formé de deux conducteurs cylindriques de même axe parcourus par des courants égaux et opposés. On va supposer dans cet exercice que la densité de courant est uniforme. Vous avez à côté le schéma, c'est une coupe du schéma. J'ai repris sur le tableau la forme géométrique d'un câble coaxial. Il est constitué par un premier cylindre qui a le rayon R1, ce premier cylindre, il est parcouru par un courant d'intensité I, mais qui est dirigé du bas vers le haut. Et puis, ce câble est entouré par un autre, ce cylindre est entouré par un autre cylindre, mais cette fois-ci, c'est un cylindre qui est creux, qui a un rayon interne R2 et un rayon externe R3. Dans ce cas, dans le deuxième cylindre, vous avez un courant qui a la même intensité I, mais qui circule dans le sens opposé, c'est-à-dire du haut vers le bas. Donc vous corrigez sur votre feuille, en fait, là, le courant I dans la périphérie, c'est-à-dire ici et là, c'est un courant qui est dirigé du haut vers le bas, et à l'intérieur, il est dirigé du bas vers le haut. Bien, on parle d'un long câble coaxial, c'est-à-dire qu'on va supposer que le câble est pratiquement infini. Et aussi, on va supposer que la densité de courant est uniforme. Mais alors, la première chose que nous allons rappeler pour traiter cet exercice, c'est cette notion de densité de courant. On va rappeler que dans le cours d'électrocinétique d'électricité 1, il y a un chapitre intitulé Le courant électrique que vous pouvez revoir, il est toujours sur la plateforme. Et dans ce chapitre, on montre que l'intensité du courant I, si vous avez un conducteur cylindrique, et puis vous avez des charges qui sont en mouvement, ils sont animés d'une vitesse V. Par définition, l'intensité du courant, c'est égal à dQ sur dt, c'est-à-dire la quantité de charge dQ qui traverse une section S du conducteur pendant le temps dt. Après un certain calcul, on montre que ceci est égal
à l'intégrale double du J d'un vecteur J scalaire ds à travers la section S. Le vecteur J, qui est défini comme étant J égale à N, Q, V, avec N, c'est la densité de porteurs de charge, c'est-à-dire le nombre de porteurs de charge par unité de volume. Q, c'est la charge portée par un porteur. Et V, c'est la vitesse du porteur. Dans ce cas, I, l'intensité du courant, c'est le flux du vecteur densité de courant à travers la section du conducteur S. Et on écrit que I est égal à J scalaire ds. Ça, c'est un rappel du cours du courant électrique vu en électrocinétique dans le chapitre électrocinétique de l'électricité 1. Donc ça sera supposé connu. Si vous l'avez oublié, vous n'avez qu'à revoir la vidéo de ce cours qui est toujours déposée sur la plateforme. Bien, alors la question posée, c'est de déterminer le champ d'induction magnétique B créé en tout point de l'espace par ce câble qui est supposé infini. Bien, alors je vais garder le schéma qui est là et je vais enlever le reste. Vous retenez que I, c'est le flux de J à travers la section S du conducteur. Et je reviens à mon exercice, à mon câble coaxial. Dans le câble coaxial, on a combien de régions de l'espace qui sont différentes? Nous avons le cas où R est inférieur à R1, c'est-à-dire lorsqu'on est à l'intérieur du premier cylindre, du premier conducteur. Ensuite, lorsqu'on est entre les deux conducteurs, c'est-à-dire que R est compris entre R1 et R2. Le troisième cas, c'est lorsqu'on est à l'intérieur du deuxième conducteur creux, R est entre R2 et R3. Et le dernier cas, c'est lorsqu'on est à l'extérieur du cylindre. Eh bien, dans tous les cas, quelle que soit la position du point M, il faut chercher, lorsqu'on veut appliquer le théorème d'Ampère, il faut chercher quelle est la direction du champ d'induction magnétique B et quelles sont les variables dont dépend ce champ. Il faut donc voir quelles sont les règles. Il faut appliquer les règles de symétrie et les règles d'invariance. Pour les règles de symétrie, on rappelle que la règle principale pour un champ d'induction magnétique, c'est que si la distribution de courant possède un plan de symétrie, alors le champ, au tout point de ce plan de symétrie, est perpendiculaire à ce plan. Donc la première chose lorsqu'on va appliquer la symétrie, c'est de chercher est-ce qu'il y a un plan de symétrie. En fait, quel que soit le point M, quelle que soit la position du point M, quel que soit le point M de l'espace, on peut constater qu'il y a effectivement un plan de symétrie qui passe par ce point M. Ce plan, c'est le plan qui contient l'axe OZ, l'axe du câble coaxial, et le point M. Donc, quel que soit le point M de l'espace, le plan défini par M, donc euro Z, qui contient
le point M et l'axe OZ du câble coaxial est un plan de symétrie. Est un plan de symétrie. Ça, c'est clair, vous pouvez le voir. Vous prenez n'importe quel point de l'espace et vous prenez le plan qui contient ce point et l'axe. Vous allez voir qu'effectivement, il s'agit d'un axe, plutôt d'un plan de symétrie. Et si on applique la règle de symétrie, le champ B au point M est donc perpendiculaire à ce plan, ce qui implique que le champ B au point M est porté par le vecteur unitaire E phi. On a choisi bien sûr le système de coordonnées cartésiennes avec la base euro, E phi et EZ. Le plan M euro EZ est un plan de symétrie, donc le champ est perpendiculaire à ce plan, il est donc porté par l'autre vecteur unitaire qui est le vecteur E phi. Ça c'est pour la symétrie. Voyons maintenant pour l'invariance. Pour l'invariance, c'est le même raisonnement que ce que vous avez vu pour le champ électrique. Si la distribution de courant est invariable par rotation ou bien par translation, eh bien, le module de B sera indépendant des variables correspondantes à cette rotation et à cette translation. Là, dans notre cas, on peut constater que si on effectue une rotation de la distribution autour de l'axe OZ, eh bien, pour le point M, rien ne change. La distribution de courant ne change pas. De la même manière, si je fais une translation suivant l'axe OZ de la distribution, puisque on a supposé que le câble est très lent, donc il est pratiquement infini, dans ce cas, rien ne change pour le point M, la distribution reste invariante. Donc la distribution est invariante, la distribution de courant est invariante par rotation ou par translation selon OZ. Ce qui veut dire que le module de B au point M est indépendant de phi et de la variable Z. Bien, si c'est le cas, eh bien, ça veut dire que le champ B ne dépend que de la seule variable ρ. Ça implique que B, champ d'induction B au point M, dépend de la variable ρ, c'est B fonction de ρ, et c'est porté par le vecteur unitaire E phi.
Alors, la symétrie et l'invariance m'ont permis donc de savoir quand est-ce que le champ B sera constant et suivant quelle direction il est dirigé. Et ceci va m'aider à trouver un contour fermé sur lequel je peux appliquer le théorème d'Ampère. Le contour d'Ampère, il faut le choisir de façon à ce que B et dl, dl, ce sont les éléments de ce contour, les éléments de longueur de ce contour. Il faut que B et dl soient ou bien perpendiculaires ou bien collinières. Lorsqu'ils sont perpendiculaires, le produit scalaire B scalaire dl va donner 0. Et lorsqu'ils sont collinières, le produit scalaire B scalaire dl sera égal à B multiplié par dl. Dans ce deuxième cas, il faut en plus que le module de B soit constant. Donc je vais commencer par cette dernière condition, c'est-à-dire quand est-ce que le module de B est constant. Alors, il est clair d'après cette expression que B de ρ est constant si ρ est égal à une constante. Donc, si je maintiens ρ constant, c'est sûr que le module de B va rester constant. Ρ constant, je peux faire varier soit la variable z, soit la variable phi. Ce que je vais faire varier dans mon cas, ça sera la variable phi qui varie de 0 jusqu'à 2pi. Et dans ce cas, ça va décrire un cercle dont l'axe est l'axe OZ et de rayon ρ. En tout point de ce cercle, qui est un contour fermé, le champ B est constant. Donc la courbe d'Ampère convenable, c'est le cercle que je viens de décrire. Alors, le contour d'Ampère convenable, contour d'Ampère lambda convenable, et le cercle d'axe OZ et de rayon l'axe, c'est l'axe de symétrie de révolution, c'est pas n'importe quel axe, c'est pas l'axe de diamètre, et de rayon ρ qui est l'ordonnée du point M. Bien, dans ce cas, dans ces conditions, je peux appliquer le théorème d'Ampère par application du théorème d'Ampère, je vais avoir théorème d'Ampère circulation le long de la courbe fermée du champ d'induction magnétique égale à mu0 multiplié par la somme algébrique des courants
qui traversent, ou bien qui sont enlacés par la courbe lambda, ou bien qui traversent n'importe quelle surface qui s'appuie sur le contour fermé lambda. Le premier terme, c'est-à-dire l'intégrale, dont sur le contour lambda, j'ai intégrale de b scalaire dl qui est égale à intégrale de b multiplié par dl parce que b et dl sont collinéaires, mais ceci suppose que je choisis le vecteur dl suivant le vecteur unitaire EFI. Si dl est suivant EFI, c'est-à-dire si je choisis comme sens de parcours un sens qui est comme ça, dans le même sens que le vecteur EFI, eh bien dans ce cas, je vais avoir B multiplié par dl. Si je choisis un sens de parcours opposé à celui-là, eh bien dans ce cas, le produit scalaire, ça sera moins B dl. Mais le résultat restera toujours le même parce que le signe des courants, il va dépendre du sens de parcours choisi. Le sens positif du courant est lié au sens de parcours du contour par la règle du tire-bouchon. Donc là, je choisis comme sens, comme sens de parcours, le sens positif, suivant plus EFI, et donc la circulation de B scalaire dl est égale à l'intégrale de m multiplié par dl. Et puisque sur le contour lambda ρ reste constant, donc B est une constante que je peux sortir de l'intégrale, ça donne donc B multiplié par l'intégrale de dl. Et l'intégrale de dl, c'est la longueur du contour qui est le périmètre du cercle. Ça donnera donc B multiplié par 2pi ρ. B multiplié par 2pi ρ, d'après le théorème d'Ampère, est égal à mu0 multiplié par la somme algébrique des courants enlacés par le contour lambda. Quelle est la valeur de cette somme algébrique? Eh bien, c'est à ce niveau-là que j'aurai à savoir dans quelle région je suis. Ça va dépendre dans quelle région je suis. Donc, si je vais choisir des cas simples, je vais choisir d'abord le cas où R est supérieur à R3, c'est-à-dire pour un point à l'extérieur. Ensuite, je vais voir le cas d'un point entre les deux conducteurs avant d'étudier le cas des points qui sont dans les deux conducteurs. Donc, premier cas, si le point M est à l'extérieur, c'est-à-dire si ρ, bien petit r, si ρ est supérieur à R3. Dans ce cas, le point M, il est à l'extérieur, il est quelque part ici. S'il est là, ça veut dire que le contour d'Ampère, ça sera un contour qui a cette forme. Je vais le mettre avec une couleur, disons, rouge. Voilà. C'est ça le contour lambda dans le premier cas.
Eh bien, dans ce contour-là, j'ai B multiplié par 2 pi rho égale à mu0 multiplié par la somme des courants. Quels sont les courants qui traversent ou bien qui sont enlacés par ce contour? J'ai le courant I dans le premier cylindre de rayon R1. Ce courant, il est ascendant. Il se déplace du bas vers le haut. Et d'après la règle du tire-bouchon, sachant que le sens positif, c'est le sens qui est indiqué ici, eh bien, lorsque je tourne, les courants qui sont montants seront comptés positivement et les courants descendants seront comptés négativement. Donc, qu'est-ce que je constate? Eh bien, j'ai le courant qui traverse le premier conducteur, il est dirigé du bas vers le haut. Donc, ça sera compté positivement. Donc, j'aurai B, pardon, je vais changer de couleur. B multiplié par 2 pi rho égale à mu0 multiplié par le premier courant, c'est I, qui sera compté positivement parce qu'il se déplace du bas vers le haut. C'est le courant qui traverse le conducteur cylindrique de rayon R1. Et puis, j'ai le deuxième courant qui traverse le deuxième conducteur, qui est le conducteur creux, et qui est dirigé du haut vers le bas. Alors là, faites attention, vous avez ici deux flèches. Ça ne veut pas dire que vous avez deux courants, mais seulement il faut voir que dans l'espace, vous avez un conducteur creux cylindrique, et ce conducteur creux, il est traversé tout entier par le courant I. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a un courant I qui est différent de celui-là. C'est le même courant là que le courant qui est ici. Ça, c'est le même courant parce qu'il traverse le même conducteur. C'est le conducteur creux dont le rayon est compris entre R2 et R3. Ce courant, il est dirigé du haut vers le bas. Donc, il sera compté négativement. C'est moins I. Et donc, je vais avoir B qui est égal à 0 si le point M est à l'extérieur. Si le point M est à l'extérieur, c'est clair, le courant plus I, le courant qui traverse le conducteur du rayon R1, c'est plus I. Le courant qui traverse le conducteur 2, ça sera moins I parce qu'il est dirigé dans le sens opposé. Et lorsqu'on va faire la somme algébrique, ça va donner 0, d'où le champ d'induction magnétique B à l'extérieur du câble coaxial qui est égal à 0. Le deuxième cas, simple, que je vais aussi considérer, je vais effacer cette partie-là. Bon, je continue comme ça. Deuxième cas. Si ρ est entre les deux conducteurs, c'est-à-dire ρ compris entre R1 et R2. Dans ce cas, le contour que je vais avoir, ça c'est lambda du premier cas, donc que j'appelle lambda 1. Dans le deuxième cas, le point il est là entre les deux conducteurs, donc le contour lambda 2
ce sera ce contour que j'appelle lambda 2. Dans ce cas, le point M2, il est entre les deux conducteurs. Eh bien, dans ce cas, c'est simple. Le courant qui traverse le conducteur interne, il sera compté positivement parce qu'il est dirigé vers le haut, alors que le courant qui traverse le deuxième conducteur, il est à l'extérieur du contour lambda 2, donc il ne traverse pas, il n'est pas enlacé par le contour lambda 2, il ne traverse pas la surface qui s'appuie sur lambda 2, et par conséquent, je vais avoir B multiplié par 2pi rho égale à mu 0 I. Tout simplement, l'autre, il est à l'extérieur, il ne sera pas compté, et d'où je vais avoir B dans le deuxième cas égale à mu 0 I sur 2pi rho, et c'est porté par le vecteur unitaire E phi. Ça, c'est le deuxième cas qui est aussi un cas simple. Voyons maintenant pour les cas qui restent, c'est-à-dire lorsque le point M est à l'intérieur de l'un des deux conducteurs. Je vais prendre le premier cas, si, le troisième cas, pour le troisième cas, je vais supposer que le rayon ρ est inférieur à R1. C'est-à-dire que le point M est à l'intérieur du premier cylindre plein de rayon R1. Eh bien, dans ce cas, je vais avoir un contour d'ampère que je représente ici. Ce sera un contour d'ampère qui est comme ça. J'appelle oméga lambda 3. Et ce contour, comme vous le voyez, il est à l'intérieur du cylindre et par conséquent, le courant qui va traverser ce contour-là, ou bien la surface qui s'appuie sur ce contour-là, ce n'est pas le courant I, mais une partie du courant I. Je vais écrire donc dans ce cas que B multiplié par 2pi rho égale à mu 0 petit i. C'est quoi petit i? Eh bien, c'est la quantité de courant qui traverse le contour lambda. Le courant I, il traverse toute la section du conducteur, c'est-à-dire la section de rayon R1. Alors que petit i, il va avoir une section, il va traverser la section ρ qui est inférieure à R1. Donc petit i, il sera donné par le flux du vecteur densité de courant J sur la surface petit s, avec petit s, surface du disque limité par le contour lambda 3. Eh bien, J
et ds sont collinéaires parce que ds il est normal à la surface, il est porté par le vecteur EZ ou bien par le vecteur K, et J aussi, il est dirigé suivant le vecteur K, et par conséquent, je vais avoir ici J scalaire ds qui est égal à J multiplié par ds. Et puisqu'on a dit que la densité de courant est uniforme, donc J est égal à une constante que je peux sortir de l'intégrale. Il va rester J multiplié par petit s. Et petit s, c'est pi multiplié par rho au carré. Alors maintenant, J, je ne le connais pas. Ce que je connais, c'est l'intensité I. Or, I, je peux le calculer de la même manière que ce que je viens de faire pour petit i, mais au lieu de prendre le contour lambda, je vais prendre toute la section S. I est égal au flux de J ds sur la surface S du premier conducteur, qui est donc égal à J multiplié par S, et qui est égal à J multiplié par pi, et le rayon R1 au carré. Ce qui veut dire que je peux trouver une relation entre petit i et grand I en faisant le rapport petit i sur grand I égale J multiplié par pi par rho au carré sur J multiplié par pi sur R1. Donc c'est égal à rho au carré sur R1 au carré. Et par conséquent, je peux exprimer petit i en fonction de grand I. C'est égal à rho au carré sur petit r au carré multiplié par I. Je reviens à l'expression de B et je vais obtenir B qui est égal à mu0 petit I sur 2pi rho. Je remplace I par sa valeur, donc mu0 sur 2pi. Là, je vais avoir I. Ensuite, j'ai rho au carré divisé par rho, donc il va rester rho, divisé par petit r au carré. Et bien sûr, l'expression vectorielle, il suffit de multiplier par le vecteur unitaire de phi. Ça, c'est pour le troisième cas, lorsque ρ est inférieur à R1, le point M est à l'intérieur du premier conducteur. Le dernier cas à examiner, c'est lorsque le point M est dans le deuxième conducteur, c'est-à-dire ρ est compris entre R2 et R3. Bien, dans ces conditions-là, quatrième cas, si ρ est compris entre R2 et R3. Dans ce cas, je suis à l'intérieur du deuxième conducteur. Je vais tracer le conducteur, plutôt le contour correspondant.
Le point M, il est par là. Donc le contour contour lambda, le contour fermé d'ampère, lambda 4. Il est là. Et je peux appliquer le théorème d'Ampère. Je vais donc avoir comme courant, je vais réécrire B multiplié par 2 pi rho égale à la somme algébrique des courants. Alors, quels sont les courants que je vais avoir? Lorsque j'ai le contour lambda 2, vous voyez bien que j'ai le courant I qui traverse le conducteur cylindrique plein de rayon R3. Tout ce courant-là, il va passer, il va traverser la surface du disque limité par lambda 4. Et ce contour-là, puisque nous l'avons orienté dans le sens positif, ce courant sera compté positivement. Donc, ici, je vais avoir mu0 facteur de I. Et puis, je vais avoir un autre courant, petit i prime, qui correspond à la quantité de courant qui traverse le conducteur creux entre le rayon R2 et le rayon ρ. C'est le courant qui traverse la partie que je vais assurer ici. C'est ce courant-là qui va traverser cette surface. Ce courant, je vais l'appeler I', et puisqu'il est dirigé du haut vers le bas, ça sera compté négativement. Donc ici, je vais avoir moins I'. Le signe moins, je répète, c'est parce que c'est dirigé du haut vers le bas. Alors que j'ai mis plus I pour le grand I parce qu'il est dirigé du bas vers le haut. Comment déterminer le courant I'? Eh bien, nous allons le déterminer comme ce que nous avons fait pour le petit I. I' égale au flux du vecteur J scalaire ds à travers une surface S'. Et la surface S', c'est la surface du disque limité par le contour lambda et la face interne du conducteur creux. S', c'est la surface de la couronne, c'est une couronne, il a la forme d'une couronne, de la couronne de rayon interne R2 et externe ρ. Dans ce cas, je peux écrire la relation suivante. GI égale, alors le flux de JDS, J et DS, ils sont collinéaires et ainsi de suite. Alors le flux de JDS égale à J multiplié par S' avec S' qui est égal à
pi rho au carré moins, c'est la surface du disque de rayon rho, moins pi R2 au carré, c'est-à-dire moins la partie creuse qui est le disque de rayon R2. Bien alors, pour être plus précis, il vaut mieux ne pas appeler le vecteur densité ici J, mais l'appeler J' parce que ce n'est pas nécessairement la même densité que celle dans le premier conducteur, mais dans les deux cas, c'est uniforme. Donc vous avez G' ici, J'. Donc je peux la mettre sous la forme J' pi facteur de rho au carré moins R2 au carré. Comment déterminer J'? Ben, je peux la déterminer en fonction de I, de la même manière que ce que j'ai fait là-haut, grand I en fonction de J', il sera égal à J', je ne vais pas reprendre les mêmes étapes, c'est la même chose, J' multiplié par grand S'. Alors, grand S', c'est la surface qui est parcourue par le courant I dans le deuxième conducteur, la surface totale, qui est J' donc multiplié par pi. Le grand rayon, c'est R3 au carré moins pi R2 au carré. Et c'est donc égal à J', facteur de pi, multiplié par R3 au carré moins R2 au carré. Je vais arranger cette expression donc. Et je vais écrire que B multiplié par 2 pi rho égale à mu 0. Non, avant cela, je m'excuse. Avant ceci, d'abord, je vais exprimer G' en fonction de I. Là, je dois faire attention. Là, c'est I'. Ça ici, c'est I'. Et donc, I' sur I égale, en faisant le rapport de ces deux quantités, vous avez le J' pi qui va se simplifier. Il va rester rho au carré moins R2 au carré sur R3 au carré moins R2 au carré. Ce qui implique ici que I' est égal à rho au carré moins R2 au carré sur R3 au carré moins R2 au carré, le tout multiplié par I. Dans l'expression de B, j'ai B multiplié par 2 pi rho, que je reprends ici, qui est égal à mu 0 facteur de grand I moins I'. Donc B est égal à mu 0
pardon, égale à mu0 sur 2pi rho multiplié par i moins i'. Donc je vais mettre i en facteur de 1 moins rho au carré moins petit r2 au carré sur r3 au carré moins r2 au carré. Et finalement, ça va donner mu0i sur 2pi rho. Alors, si je fais le dénominateur commun, ça va donner R3 au carré moins R2 au carré. Avec le moins R2, ça va se simplifier. Et puis moins rho au carré sur le dénominateur commun R3 au carré moins R2 au carré. Et pour avoir l'expression vectorielle, il suffit de multiplier par le vecteur unitaire phi. Donc là, vous voyez, on vient de discuter les différents cas de l'axe de ce câble coaxial. Il y a 4 cas suivant les 4 régions de l'espace. Ou bien vous êtes à l'extérieur du conducteur, c'est le premier cas. Le deuxième cas, vous êtes entre les deux conducteurs. Dans les deux cas, vous êtes dans le vide. Et puis, le troisième et le quatrième cas, vous êtes à l'intérieur des conducteurs. Troisième cas, vous êtes à l'intérieur du premier conducteur. Et le dernier cas, vous êtes à l'intérieur du deuxième conducteur. Et vous voyez qu'on arrive à calculer facilement, relativement facilement, le champ d'induction magnétique créé par ce câble coaxial en tout point de l'espace par application du théorème d'Ampère. On arrête là pour cet exercice et à la prochaine fois, Inch'Allah.